Il a travaillé 20 ans dans la mode comme directeur commercial chez Gap et Sandro, où il a ouvert 150 magasins dans 10 pays d'Europe. Cela a été sa passion jusqu'en 2019. Ou en 2019, il fait un burn-out, condamné chez lui, sur son canapé. Il allait dépérir. Il a choisi de renaître et de partir pour un tour du monde extraordinaire. Il est la résilience incarnée, victime de viol, de burn-out, d'addiction. Il aime profondément la vie. Il est en paix et aligné. Il a écrit un livre, un récit d'un tour du monde intérieur. Il est profondément humaniste, coach en entreprise. Et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lardelier. Salut Philippe, comment vas-tu? Salut Gaël, Ça en me fait, pleine forme. Merci pour cette introduction. Waouh! ça me fait très plaisir de t'avoir sur cet épisode du podcast. Tu dis une phrase qui est la relation comme clé du bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi exactement? La relation comme clé du bonheur. Écoute, tu as fait une intro très précise sur mon parcours. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon parcours, et précisément pendant ce tour du monde, à quel point quand la relation devient épanouissante, Mhm. rafraîchissante, quand la relation, elle devient, elle s'installe dans un climat de confiance, dans un climat de sérénité, avec ton frère, avec les gens que tu aimes, avec la personne que tu Mhm. aimes, avec tes collaborateurs, eh bien, c'est quelque chose, véritablement, ça te conduit au bonheur. Euh, je fais pas partie des personnes qui pensent qu'on trouve le bonheur seul. Je sais qu'il y a un courant aujourd'hui de personnes qui disent, bah, seul, voilà, je fais ce que je veux, seul. Il y a beaucoup ce courant-là sur Instagram, dans les réseaux sociaux, et même d'hommes ou de femmes qui revendiquent la solitude. Et j'aime l'idée de rencontrer du monde, et en rencontrant du monde, comme un miroir, d'affronter, eh ben sûrement des peurs, d'affronter. C'est un vrai miroir la rencontre. Je l'ai vu dans mon tour du monde. Mhm. Des rencontres se passent bien, et pour celles qui se passent moins bien, on apprend quelque chose. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, pour faire référence à ce magnifique film de Châtillaise. Et parfois, avec des amis, tu peux te brouiller, te fâcher, et tu peux en apprendre quelque chose. Donc oui, la relation, c'est toute ma vie pour moi. La relation, le sens de la relation, le sens des mots qu'on échange, le sens du regard, c'est une passion absolue même. Mhm. Et c'est ce qu'on voit aussi quand on lit ton livre, c'est qu'il y a ce qu'il y a derrière tout, c'est la relation. Déjà, le burn-out, c'est la relation au corps. Tu l'as expliqué, tu t'es brisé les deux hanches à quoi 6 mois d'intervalle si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, tu pars faire ce tour du monde sans rien avoir planifié, donc complètement à l'opposé, j'imagine, de ce que tu avais l'habitude de faire en entreprise. Et ce que j'ai absolument trouvé extraordinaire, c'est quand tu vas en Afrique, quand tu vas en Asie, quand tu vas en Amérique du Sud, c'est la différence de relation que tu as été amené à établir avec chacun de ces continents. Et comment est-ce qu'il y a une certaine vibe, une certaine énergie en fonction de ces continents-là et comment tu arrives à la surfer. Comment est-ce que ça t'est arrivé? Comment tu t'es adapté à cette différence, tu vois, dans la culture africaine de fête, de joie, de ci, de là? Tu nous expliques les tambours, les musiques, les chants, etc., les mariages. Après, tu Tout vas à en fait. Asie, très différent encore. Et Amérique du Sud, festival, etc. Comment est-ce que toi, tu t'adaptes? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir, de comprendre par rapport à la relation? En plus, c'était des relations éphémères. Tout à fait. Euh, alors, c'est ça justement l'intérêt de ce voyage, c'est-à-dire à un moment, la rencontre et les peuples avec lesquels tu vas passer du temps, puisque mon voyage n'est pas un voyage de 2 mois. Mon voyage est un voyage d'un an, c'est un tour du monde d'un an, seul, complètement seul, donc parfois plusieurs jours sans nouvelles de personne, euh, complètement allégé, donc je pars trop chargé justement, je donne toutes mes affaires, donc avec un sac à dos. Hein, je suis issu d'un je travaille dans la mode pendant 20 ans, donc assez quand même encombré,
matériellement, hein. Voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, donc je suis allégé, je suis seul et le plus déconnecté possible. Donc j'ai un laptop, ce qui veut dire que le soir, j'arrive à me reconnecter. Parfois pas du tout quand il n'y a pas de Wi-Fi. Donc en fait, dans cette solitude et cette introspection qui devient possible parce que tu n'as plus le téléphone dans les mains, parce que tu n'as plus personne autour de toi que tu connais, Ouais. tu ne peux plus communiquer. Donc tu reviens au début, hein, dans ton introspection, et Mhm. ensuite tu as un désir absolu de t'ouvrir au monde, sinon tu meurs. Tu peux pas faire un an, tu peux pas faire un an sans parler, sans relation, tu vois. Donc voilà, donc en Afrique, j'arrive, je suis ébloui tout de suite par cette intensité qui me parle. C'est une énergie qui est synchro avec la mienne. On pourrait dire qu'elle est raccord à Nairobi. Je me rappelle très très bien de toutes les rues de Nairobi, des cafés, des premiers jours. Et puis immédiatement, je pars dans le Masai Mara. Et là, je rencontre Mossé, dont je parle beaucoup dans mon livre, puisque Mhm. c'est vraiment la première vraie rencontre de mon livre, comme un frère qui m'accueille, il m'accueille chez les Maasai, et donc là on fait un safari. Et immédiatement, Gaël, cette énergie de l'Afrique, elle te happe. Mossé, il m'emmène dans sa famille, il m'emmène dans les églises du week-end, et dans les églises, on chante, on pleure, on danse, l'émotion, elle est décuplée, on Mhm. célèbre, on se touche, on s'enlace, j'ai des frissons là. Tout est, et comment veux-tu ne pas te jeter dans cet élan-là? C'est ce dont je parle dans mon livre beaucoup, c'est-à-dire à un moment cet élan, soit tu es spectateur, et ce serait dommage, et soit tu deviens acteur, et tu te jettes dans cette énergie-là. Euh, c'est une énergie d'amour en fait. Je me suis rendu compte pardon, dans mon voyage, que tu as deux énergies qui nous drivent complètement, et je le vois aujourd'hui dans les personnes que j'accompagne, et je suis très vigilant dans ma vie. Tu as l'énergie de l'amour, on a peur d'utiliser ce mot. Je l'utilise aussi aujourd'hui dans le travail, on en parlera peut-être après. Et tu as l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de la générosité, l'énergie du sourire, l'énergie de l'acceptation, l'énergie du non-jugement, l'énergie de l'ouverture, l'énergie de la joie, l'énergie du bonheur. Tout ça, c'est l'amour. Et puis de l'autre côté, tu as l'énergie de la peur, qui est l'énergie de la crainte, du jugement. Alors au début, oui, Gaël, je suis dans le jugement, beaucoup. Je suis dans la peur, je suis dans le jugement les premières semaines. Et puis je me jette dans cette énergie de l'Afrique. Je dis des passages, tu sais, j'arrive, je suis sportif, donc quand je suis un peu dans les villages, à droite à gauche ou dans les villes, j'essaie de trouver une salle de sport. Et là, je trouve des salles de sport. Et en fait, ces salles de sport, elles sont vétusses, il n'y a même pas de clim, t'as un ventilateur là-haut, t'as des ouvertures comme ça pour faire un peu d'air. Ça sent la testo. Hein, je veux dire, les mecs, c'est des monstres. Et là, j'arrive là. Les mecs, ils me prennent par l'épaule, ils m'appellent Little Chicken, White Chicken, et ils m'embarquent avec eux. Et je fais du sport avec eux. Et tu rentres et tu te dis, putain, mais en fait, c'est ça la magie de la vie, quoi. C'est juste la rencontre. Tu passes 3, 4 jours avec eux, comme des frères. Euh, un Mhm. tour du monde, tout ce que tu as appris jusque-là s'écroule pour donner naissance à quelque chose de nouveau. On te dit jusque-là, quand tu es enfant, ah bah tiens, faut prendre du temps pour rencontrer les gens, pour leur faire confiance. Un tour du monde, tout est accéléré. Tu passes 2 jours avec un mec à la salle de sport et le deuxième jour, il dit brother, ils parlent tous anglais en Afrique. Je t'invite à une soirée, viens, je t'invite dans ma famille. Voilà, donc tu te jettes dans cette énergie. Donc ça, c'est Mhm. l'énergie de l'Afrique qui est évidemment qui m'a profondément ému, bouleversé. Bah, C'est une énergie très puissante, l'Afrique, comment c'est très passé généreuse, pour hein. toi quand t'es passé justement du cadre préétabli parisien, grand groupe, euh, dans une certaine structure, une certaine hiérarchie, dans une certaine façon de faire, qui était là depuis, comme tu l'as dit, on nous a appris la confiance, ça se gagne, etc., etc. Il y a des gens qui disent faites attention aux inconnus, etc. Et là, tu passes de ça à bam, accueilli en Afrique comme si tu étais là depuis tout le temps. Comment ça s'est passé dans ta tête, ce passer, je dirais, d'une peur occidentale à, tu vois, t'as accueilli comme étant, comme faisant partie des leurs en fin de compte. Comment Alors, ça s'est passé pour toi de recevoir ce bam, ce camion d'amour dans les salles alors, de ça sport? a démarré très vite avec Mossé, avec chez Piquet, et puis après j'ai été tétanisé, je me rappelle, par la taille du continent, et Ouais. justement
par ce manque d'organisation. Et d'un coup, je le dis dans mon livre, je m'installe dans un hôtel à Lamou, exactement, sur l'île de Lamou. Et là, je suis 6 jours dans cet hôtel. Bon, ça fait 3 semaines que je suis parti, donc je suis très fatigué. Je me relève d'un burn-out, à peine, hein, puisque c'est la genèse, mon burn-out. Je suis dans cet appartement chez moi, j'ai les deux hanches brisées, je suis sur le canapé. C'est le thème aussi du TEDx que je viens de faire. Et à un moment, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ça maintenant, Gaël, quoi? Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde. Je suis là, chez moi. J'ai les hanches pétées. J'ai perdu 10 kilos. J'ai plus de travail. Hein, puisque j'étais parti de chez Sandro. Ma tête était cassée. Quand je dis, j'arrivais plus à réfléchir. Et là, et c'est là que la résilience commence. Et c'est une phrase que j'adore aujourd'hui. Avec mes clients, je leur propose, moi, dans mon quotidien, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose en cours de journée, qui est pas forcément ce que j'attendais, je me dis, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de ce qui Hmm. m'arrive? D'un rendez-vous raté, d'un client qui annule, qu'est-ce que j'en fais? De quel côté, au moment où je suis sur le fil, je bascule? Hein, de quel côté est-ce que je choisis finalement de basculer? Parce que si on ramène de la conscience, on a le choix. Hmm. On a le choix, Yael. Tout C'est le ça. temps. Les gens me disent, oui, j'ai un cancer. Non, non, on a le choix. On a le choix. Tout le temps. Dans toutes les épreuves, on a le choix. Il n'y a pas une épreuve plus difficile que l'autre, moi, je trouve. Un cancer, un viol. On va pas faire un degré d'épreuve. Je sais pas, c'est impossible. Hein, on va avoir des capacités. Je sais même pas si on a des capacités de les vivre différemment. Voilà. Et donc, la jeunesse, c'est le burn-out. Et là, je pars et je me jette dans les premières semaines. Et là, je suis tétanisé par la taille du continent. Où est-ce que je vais maintenant? Quand tu es sur l'île de Lamou et que tu regardes une carte et que tu as l'Afrique devant toi, tu es sous tes pieds et en même temps sous ton doigt sur la carte, Gaël, tu te dis, mais où je vais maintenant? Où je vais? Est-ce que je vais au Mozambique? Est-ce que je vais à au Malawi? Est-ce que je vais au Botswana? Est-ce que je vais en haut, en bas? Et là, je suis terrorisé. Et là, je suis terrorisé. Je reste 6 jours dans cet hôtel. Alors, je vais au marché, je reviens, je croise des ânes, je vais à la plage. Mais je me dis, mon tour du monde, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça parce que justement, dans cet immobilisme, tu ne rencontres plus personne. C'est ça qui est troublant. Tu Ah. restes au même endroit pendant 6 jours. Les gens, ils commencent à te voir plusieurs fois. Et puis, ça y est, eux, ils sont passés à autre chose. Et là, tu rencontres plus personne. Et je me dis, bon, et là, voilà, je surmonte cette peur. Tu vois, et là, j'ai un déclic. Tu me demandes comment ça s'est passé dans ma tête. Je me dis, maintenant, il faut. C'est soit, je le marque aussi, je crois, dans le livre. Je sais plus, j'ai écrit le livre il y a 1 an et demi. Je crois que je marque, que c'est soit, comme au Carnaval de Rio d'ailleurs, c'est soit je fonce dedans, soit je rentrais. Hmm. Et là, c'est là que, au fur et à mesure, tu lèves tes peurs, tu lèves tes blocages, tu lèves tes croyances, enfin, les fameuses croyances limitantes, la peur de l'autre, la peur de l'inattendu. C'est quoi l'inattendu? C'est la magie. Moi, toute ma vie, les voyages étaient chronométrés par mes assistantes, tu vois, l'avion, le machin, et là, d'un coup, tu te dis, bah, je vais atterrir à tel endroit, je sais pas ce qui va m'arriver. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les premières portes se lèvent, et puis au bout de 2, 3 mois, il y en a presque plus. Et quand je suis en Amérique du Sud, il y a plus de portes du tout, et là, c'est la folie. Là, c'est la folie, parce que t'es fou, quoi. Et de te laisser porter par ce flot de la vie. Absolument. Et ça, comment est-ce que tu le retranscris du coup dans ton quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que tu as encore ou est-ce que c'est euh, que tu n'as plus, tu es revenu vraiment dans les habitudes de la vie parisienne? Alors, Comment est-ce que ça, toi, tu l'as... Qu'est-ce que tu tu as peux gardé en fin de compte de Tu peux de ce pas, voyage? Gaël, quand tu as fait un tour du monde, tous ceux qui l'ont fait, j'ai rencontré un jeune homme récemment qui s'appelle Maxime, qui lui est parti 4 mois. Je l'ai rencontré pour mon TED. Il était Ouais. speaker également. Extraordinaire, Maxime Roquès. Il a fait un film. Et donc Maxime, pareil, il a fait 4 mois. Mais pareil, quand on s'est rencontrés, il y a eu un élan dans le regard de générosité. Mm. Tu peux pas, quand tu as fait 4 mois tout seul, 6 mois, un an, revenir de la même façon. Et c'est aussi le risque, parce que d'une certaine façon, tu es tout le temps déraciné. Bernard Lavillier aime le dire, j'aime beaucoup. Il a fait plusieurs podcasts sur les voyages, et tu sais que c'est un grand voyageur. Dans sa musique aussi, j'ai redécouvert, grâce à des podcasts, qui est un outil fabuleux, Bernard Lavillier. Et il parle de le voyage comme la plus grande aventure humaine, hein, se jeter dans l'autre, se jeter dans la rencontre, tout perdre pour mieux se trouver. Hein, voilà, et puis aussi tout perdre, et puis aussi ne pense pas que quand tu pars, tu vas laisser tes problèmes à la maison. Ah non, ça Tu c'est penses sûr. au début, voilà, et tes problèmes te suivent, donc tu les traites pendant le voyage, justement. Tu vois, tu les gères, voilà. Alors, évidemment, depuis que je suis rentré, bah non, depuis que je suis rentré, tout a changé. Je parle énormément aux gens que je rencontre. Ouais. Donc, ça a changé ma vie dans mon quartier.
Excellent. Nous, on s'est rencontrés de cette façon-là. Je suis très communicant. Je me prends des portes. Je suis pas, c'est pas dans un esprit dragueur. C'est dans un esprit d'humanité. Je Mhm. rencontre beaucoup de monde. Je suis très attentif à l'autre, encore plus qu'avant. Non, j'ai profondément changé. Parfois, c'est dur avec le quotidien parisien. Mais bon, finalement, on se crée notre propre vie, je crois. Tu sais, si tu souris aux gens dans la rue, tous les matins, je vais au sport à 7 heures du matin, j'aime bien sourire aux premières personnes que je croise. La plupart des gens te répondent, hein. C'est ça. Et il y a une chose que tu dis qui est aussi, je dirais, un gage d'envie. Regarde ça, tu dis, tu pars avec tes peurs, tu pars avec ton bagage, et je connais des gens qui partent, mais qui reviennent avec. Mais toi, j'ai vraiment l'impression, et ça tu vas pouvoir nous le dire, que toi, t'es parti, mais tu les as traités, ces bagages. Et t'es revenu avec des bagages plus légers. Peut-être pas, il y en a peut-être, je sais pas si on en a plus, à toi de nous le dire. Mais qu'est-ce que ça t'a appris tout ça sur toi par rapport à tous ces bagages, par rapport à la vie? Tu dis le voyage, enfin, moi qui voyage énormément à l'international, je suis parti de la France depuis que j'ai 22 ans. J'ai vécu au Cambodge. Donc le Cambodge il y a, il y a 17 ans, pour te donner une idée. Donc c'était pas encore aussi développé que tu peux l'exprimer dans le Ouais, livre. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Bali. Ma femme est indonésienne, donc on fait des allers-retours également avec l'Indonésie, où on va voir des cultures différentes, des religions différentes, des manières bien de sûr. faire Mm. différentes. Et moi, ça m'a appris un truc, c'est qu'il n'y a pas de vrai, de faux, de bien, de mal. C'est chacun, en fait, va voir midi à sa porte. Ce qui est bien pour l'un va être mal pour l'autre, et vice-versa. Et tout ce qu'on nous dit, c'est biaisé au possible. Et la question, c'est comment est-ce que toi, tu te fais ta propre vérité. Donc, comment est-ce que toi, tu as abordé ça? C'était quoi ta manière de voir les choses, ta manière de faire, qui fait que tu t'es autorisé, en fait, à vider les bagages? Alors, ce que tu dis, c'est très intéressant sur notre façon de voir les choses. Et Mm. effectivement, quand on commence à travailler sur le développement de soi-même, on appelle ça du développement personnel, mais juste, j'ai envie de dire, sur l'intérêt qu'on porte à sa propre personne, finalement, Mm. à son âme. euh, c'est la première grande découverte pour moi. C'est-à-dire, puis avec le coaching, la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire le modèle du monde. Et Mm. ça, c'est un bouleversement pour moi. Mon modèle du monde me convient à moi, pas toujours, donc j'ai intérêt de le faire évoluer, et tout le monde aussi, mais il y a des milliards et des milliards de modèles du monde différents. Et le modèle du monde des autres, bah, il est aussi valable que le mien. Alors moi, pendant Mm. des années, j'ai cru que le mien était le meilleur. Puis c'est avec beaucoup d'ego dans la mode. On est tous comme ça. Et j'en avais beaucoup, peut-être moins que d'autres aussi. Moi, j'ai bien géré. Mais ça, c'est la première chose dans ce voyage, effectivement, que tu rencontres des gens qui font différemment de toi et qui s'en sortent aussi bien, qui s'en sortent mieux, qui ont autant de plaisir, qui vivent complètement différemment. Et là, c'est ma première grande claque pour moi. C'est ce passage dans le livre où j'offre toutes mes affaires, puisque je pars un peu trop chargé. Et là, je commence à me dire, mais en fait, c'est pas ce que je porte, c'est pas ce que j'ai, c'est pas ce que je représente, mon blason qui me définit. C'est mon regard, c'est Mm. mon sourire, c'est mon âme, c'est ma joie, c'est ma tristesse aussi. Mais c'est tout ce qui va vibrer de moi. Et cette vibration, euh, et elle n'a pas de prix et elle coûte rien. Hein, tu vois, t'as pas besoin d'une chemise Gucci pour aller, quand tu arrives dans un village chez les Maasai, ils savent pas ce que c'est, ils s'en foutent. Par Ou s'y contre, quand tu connaître, arrives, c'est peut-être du, ouais, c'est non peut-être mais du falsifié. par contre, quand tu arrives avec pas seulement ton sourire, mais une ouverture du cœur Ouais. pour eux, les bras ouverts, montre-moi, apprends-moi quelque chose. J'ai du Mm. temps pour toi. Et ça, c'est oh, énorme. C'est la découverte de mon voyage. C'est ce qui m'a bouleversé. S'intéresser aux autres. Tu sais, ça, c'est très difficile de s'intéresser aux autres, Gaël. Je suis très spectateur de ça maintenant depuis que je suis rentré. Et même avec tes amis proches, tu fais des dîners et tu peux passer un dîner entier sans qu'on te pose une question sur ta vie. Moi, je trouve ça assez dur quand même. Tu vois, ma maman, elle est en train de partir petit à petit, elle a Alzheimer. J'ai dîné avec des gens récemment.
ils sont au courant et je sais pas, voilà. Alors je suis très attentif aujourd'hui, moi, à poser des questions, à m'intéresser à l'autre, et finalement, être intéressant à l'autre, ça donne des réponses à toi, ça te décentre un peu aussi. Mais si on le faisait tous, alors j'ai appris ça, et puis la merveille de mon voyage, Gaël, de ce voyage, c'est la lenteur. J'ai passé ma vie à courir. Hmm. Et je me suis rendu compte que plus on court, et ça c'est sûr, je l'ai lu de partout depuis, Louis Sanza, Joe Dispenza, tout le monde, là, tous les auteurs, Gibran, tiens, il est là, je sais pas pourquoi c'est beau d'avoir Gibran au pied ce matin. Eh bien, tous te parlent de la lenteur et te disent que dans cette course à on ne sait quoi, on est dans l'inconscient. C'est le début de mon TED aussi. 95% de notre activité cérébrale est inconsciente, hein, et sous le seuil neurologique et sous le seuil de la conscience. Et elle entraîne Mhm. elle-même 50-60% de comportements inconscients et figés. La respiration, quand on boit, quand on marche, quand on parle, on peut parler inconsciemment. Donc, plus on accélère, plus on est inconscient. Regarde Ah, tous les ah. gens qui vont vite, ils oublient. J'ai une cliente, elle arrive mardi soir, elle était très en retard parce qu'elle est partie en courant du bureau et en partant en courant du bureau, elle a oublié son sac à main. Évidemment, hein, puisque plus tu cours, plus tu es dans le schéma répétitif. Et là, la Mhm. lenteur, Gaël, et là, je prends une claque, un uppercut monumental dans la lenteur. Je me rappelle à 5 heures à une terrasse à Buenos Aires, à regarder un couple danser, à regarder les gens marcher, et puis au bout d'un moment, même à me regarder les mains, à me regarder, à être totalement présent. C'est pas de téléphone, hein. À être totalement présent. Louis Sanza à tous les sens, à sentir, j'ai des frissons là, à sentir le vent dans mon cou, à sentir la chaleur du soleil sur mes bras, sur mes mains, à sentir, j'avais une bière, je me rappelle devant moi, regarder la bière, tu sais, à mettre ma main sur le verre et à sentir l'humidité. Et là, tu rentres dans quelque chose, mais voilà, tu rentres dans le sacré. Ouais, reprends conscience de tes sens. Ah, Et c'est extraordinaire. Donc, c'est uniquement la lenteur qui va te permettre, le goût de la lenteur, le ralentir, qui va te permettre ce genre de choses. Ça veut pas dire, et je me rends compte aujourd'hui qu'en ralentissant, en étant hyper concentré, eh bien, tu es beaucoup plus performant. Sauf qu'on est dans une société où on nous dit, tu sais, un des grands conditionnements de la société, c'est va vite, hein. Sois rapide, dépêche-toi. Gaël, dépêche-toi. D'ailleurs, dès les gamins, tu sais, quand tu es en famille avec des amis, et tu vois les gamins, j'entends toujours ça aux gamins. On leur dit dépêche-toi, dépêche-toi, prépare-toi, dépêche-toi d'aller au foot, dépêche-toi. Tu vois, le conditionnement. Oh, ouais, j'ai bien connu ça, effectivement. Et c'est vrai que réapprivoiser la lenteur, c'est très important. Et pour moi, il y a quelque chose qui est derrière ça, c'est qu'en fait, on a été éduqué non pas sur ce qu'on produisait, la quantité de ce qu'on produisait, non pas sur l'output, mais sur la quantité d'input, la quantité de travail, d'activité qu'on fournissait. Et c'est pour ça qu'on nous dit de se dépêcher, pour avoir beaucoup d'activités, d'activation. d'accord. Alors, On enchaîne, on on enchaîne. enchaîne, c'est exact. Bah, on enchaîne, très intéressant. Enchaîner, c'est le travail à la chaîne. Quand on enchaîne, et c'est le travail à la chaîne, Donc il on dit faut. là, on enchaîne, on est enchaîné, le travail à la chaîne, on te rend En compte tout plus, on est ça? enchaîné. Exactement. Mais c'est là, il y a depuis certains. Là, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est regarder les mots et comment les mots sont utilisés, par exemple, en Orient et en Occident. Tu vois, donc en Europe, aux États-Unis, etc. Mais également ce qui va se passer en Inde. Le mot SIDA en Europe égale maladie. Maladie grave, on en meurt. Enfin, on en mourra a priori. Maintenant, c'est possible de s'en sortir. Tout à fait. Mais est-ce que tu sais ce que c'est un sage SIDA en Inde? C'est pas écrit de la même façon. C'est S-I-D-D-A-H. Ce sont des maîtres éveillés. Donc, est-ce que tu vois la corruption du langage? Incroyable, bien sûr. Et c'est tellement, tellement intéressant de comprendre ça. De comprendre et toujours se poser des questions sur ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous met dans notre tête ici en Europe et d'où ça venait avant. Un autre exemple moi, qui m'avait choqué la première fois que je suis allé, c'était en Inde et je voyais alors ce qui s'appelle des swastikas, qui est plus connu en Europe sous le nom des croix gammées, et je vois des swastikas sur
tous les temples. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que je me dis, Croix gammée égale Troisième Reich, Ouais, Seconde tout Guerre à fait. mondiale, Ouais, etc. C'est pareil. Et là, je dis, il y a un bug quelque part, tu vois. Et en fait, si tu regardes bien, il y a une différence qui est minime mais qui est fondamentale. C'est que là, il y a une différence, il y a un décalage de 45 degrés. Et ce décalage fait toute la différence. ouais, tout à fait. Ouais, je me Quand après, rappelle bien de ces, je me rappelle sur les temples de ces croix gammées, et c'est j'en ai là, puisque je suis maître au Reiki, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le Reiki. Enfin, ouais, pas la croix comme on vient de le dire, mais c'est ce qui pourrait ressembler. Et effectivement, mais tu sais, c'est toujours ce pas de côté, hein. Encore une fois, comment est-ce qu'on voit les choses, comment, c'est la folie. Dès que tu fais un pas de côté, pour moi, dans la relation, faites un pas de côté. Les gens qui nous, enfin, les personnes qui écoutent le podcast, pensez à quelque chose qui vous est arrivé il y a quelques mois. Et puis, mettez-vous dans les baskets de l'interlocuteur. Mettez-vous dans les baskets de votre ex. Regardez la situation avec un regard différent. Ce sera pas la même chose. Et c'est là justement en prenant aussi ses responsabilités qu'on peut commencer à apprendre quelque chose. Et comme tu le dis, hein, là, pour les exemples que tu as donnés, que tu peux voir les choses différemment. Il y a mille façons mm, de voir une scène. Tu sais, une scène dans la rue, une scène Hier, c'est coucher de soleil extraordinaire à Paris. Et j'ai vu j'étais, t'as vu? sur tes Et réseaux. j'étais aux Tuileries. Et il y avait une dame qui mettait tu sais, des cordes dans l'eau, dans de l'eau, des bulles, et en sortant ça, elle faisait des bulles immenses. Et puis, il y avait un mec derrière qui jouait du piano. Et moi, cette scène, je l'ai filmée, elle m'a autorisé à la filmer. Je faisais des gros plans sur son visage parce qu'elle souriait quand elle faisait ça. Alors, il y avait beaucoup d'enfants qui sautaient en l'air, qui explosaient les bulles. Et derrière, tu avais le coucher de soleil sur la Tour Eiffel. Moi, ça m'a bouleversé. Et ça m'a bouleversé, et surtout son regard et le regard de cette femme qui était heureuse de le faire. Et en fait, Mm, elle produisait du bonheur. Moi, ça m'a donné ça. Tu vois? Et après, je suis devenu le spectateur de moi-même, de cette propre scène. Je me regardais en train d'être heureux, et donc en me regardant, je voyais les gens autour de moi. Et tu as des gens qui passaient sans la voir. Tu as des gens qui passaient avec leur truc du boulot, courant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était pas le moment où ils la voient. Je dis pas que ce que j'ai vu, c'était mieux. Mais ce que je veux dire, t'as quelqu'un qui l'a vu, qui a pas prêté d'attention, qui l'a pas filmé. Donc on a tous mais je dis pas que la mienne était, voilà, moi je suis complètement rentré dans le visage de cette femme et dans ce moment-là, peut-être un ouais. peu comme un enfant, mais tu vois cet exemple d'hier, on en a des centaines tous les jours et voilà, en ralentissant, mais c'est vraiment intéressant de se dire à quel point nous sommes différents. Et puis ces différences, elles peuvent parfois nous rassembler ou pas, hein, mais il faut accepter aussi de ne pas être rassemblés parfois. C'est à force d'avoir peur de rater quelque chose, on en rate l'essentiel. Et on Écoute, pense. j'accompagne beaucoup de gens, ça c'est un mot que tu viens de dire, la peur, et moi, la plupart des gens que j'accompagne, ils ont peur de leur boss, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de pas en retrouver, ils ont peur du futur, ils ont... Hmm, Ouah, hé, écarte-les, quoi, l'instant présent, tout est là maintenant, toute cette peur, c'est pas la vibration, quoi. Au ouais. contraire, jette-toi dans une vibration de confiance, de... Oui, c'est dur. Ah, moi, j'avais un job de dingue avec un gros salaire. Je pars faire un tour du monde. Je fais une reconversion derrière. J'ai des semaines des fois moins chargées. Je fais appel à des gens pour m'aider. Mais bon, c'est génial. T'apprends des choses. T'as changé de vie. T'es dans une zone d'inconfort. Et je pense que c'est dans cette zone-là, du moment que t'es aligné, du moment que t'es heureux. Moi, j'ai plus envie de monter dans les avions pour développer le chiffre d'affaires par millions de marques avec lesquelles j'ai travaillé. Et puis aujourd'hui, pas forcément les marques avec lesquelles j'ai travaillé, mais celles qui sont présentes maintenant, bah, elles n'ont pas évolué, quoi. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus les profits, Hmm. c'est des super profits, tu vois. Et puis finalement, bah, les vendeurs, eux, c'est les super paumés. Donc voilà, moi je suis plus aligné aujourd'hui avec ce que je fais, mais c'est vrai que ça demande du courage. Et comment t'as adapté du coup donc, ce que tu as découvert, tes prises de conscience, ta reconnexion à toi-même, ta reconnexion à l'autre, dans ce que tu fais au quotidien quand tu vas être amené à aider ces entreprises avec lesquelles tu vas travailler, entreprises dans la mode ou autre d'ailleurs.
Qu'est-ce que toi, tu as remarqué et qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir leur apporter et te dire, OK, le modèle aujourd'hui a apporté ça. Je sais que tu as un gros combat qui est derrière et j'aimerais que tu nous en parles parce que pour moi, c'est extrêmement important d'être sûr, enfin, de montrer qu'une autre voie possible, qu'une autre façon de faire s'ouvre à nous. Et j'ai bossé dans des boîtes d'informatique, d'aussi bien ça va de la entre guillemets petite entreprise, on était une trentaine de personnes jusqu'à la multinationale, avec comment dire, une culture d'entreprise qui était extraordinaire, hors norme, que moi j'avais jamais vu auparavant. Mais tant et souvent pour en parler. Qu'est-ce que toi tu as vu dans ces entreprises? Qu'est-ce que tu vois de la manière de travailler de ces entreprises où tu dis il y a quelque chose et ça ne peut pas mener au bonheur, c'est pas quelque chose qui peut mener à l'épanouissement. On sait tous que si quand tes employés sont heureux, le cash va suivre. Écoute, c'est le sujet du moment, Mhm. c'est très clivant comme sujet, puisque tu as quelqu'un qui a, Julia de Funès, je crois, qui a fait la une du Figaro Mhm. récemment, où elle prétendait le contraire. On était allé trop loin dans la bienveillance. J'ai envie d'être vulgaire d'un coup, quoi. Non, mais Qu'est-ce que tu as envie de tu dire? Ici, on a sais, le droit de dire des gros mots. non, mais ouais, j'ai pas envie. C'est Mais bon, écoute bien. tu sais que j'adore quand elle dit allô, quoi. Tu sais, je la trouve très philosophe, moi, elle, la télé-réalité, là. Non, mais allô, quoi. T'as envie de dire, t'es sur la même planète que nous. Le monde de l'entreprise, il est en souffrance. Mhm. Il est en souffrance. Véritablement. Vraiment. Qu'est-ce que tu définis Moi, comme souffrance? C'est quoi ta définition de la alors, souffrance que toi tu vois au quotidien? mais c'est ça, je peux aller très loin, là, et on va me prendre pour un fou, mais je m'en fous. Vas-y, go, Euh, fonce! euh, je pense, j'ai fait 20 ans donc dans la mode, Gap, etc., Sandro, Zadig et Voltaire, etc. Ouais. La première chose qui est la souffrance absolue, c'est, à mon avis, cette société, elle sera obligée d'évoluer. Tu ne pourras plus travailler comme ça avec des super profits, avec et de l'autre côté des vendeurs, de l'autre côté des gens en bas de l'échelle, comme on le dit, Mhm. la France d'en bas. Alors, c'est pas politique ce que j'explique, c'est humain et des gens comme ça qui sont contents de parler de super profit, qui voient les bénéfices, et on leur dit, ben, cette année, on vous donnera 1% d'augmentation. L'enveloppe pour vous, elle est de 2%. Donc ça, c'est déjà la première chose. Cette chose-là, elle pourrait, comment dire, les gens pourraient passer l'éponge et s'en Mhm. remettre si ils étaient respectés, s'ils étaient inclus, intégrés, etc. Ce qui n'est pas le cas. Donc j'accompagne quand même beaucoup de gens, et puis j'ai fait partie de ce monde-là, donc je rencontre encore Ouais. un de mes meilleurs amis aujourd'hui concerné, etc. Où ben non, les gens sont pas heureux, mais on peut en parler pendant des heures, Gaël. Pressurisation, non-respect de la vie privée, envoie des mails le Mhm. week-end, on exige des réponses le week-end, c'est encore courant. Le RSE, c'est quelque chose qui fait que les gens cochent des cases. Les DRH, ils sont dans les bureaux, ils cochent des cases. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des statistiques. OK, alors est-ce que j'ai bien les statistiques de ça, de ça? Personne va sur le terrain, personne rencontre les équipes dans les usines, dans la mode, dans le retail, dans les boutiques. Je l'explique dans mon livre, j'ai passé ma vie dans Mhm. les boutiques. C'est aussi pour ça que je me suis brisé les hanches, mais je regrette pas. Hein, parce que tous ces vendeurs-là, je les ai profondément connus et aimés. Et aujourd'hui, le monde de l'entreprise, mais c'est une souffrance absolue. Non, il n'y a pas de respect. Non, il n'y a pas d'amour. J'ai travaillé aussi de cette façon-là. Chez Gap, parfois j'ai été trop violent. J'ai appris Mhm. grâce à des coachs, grâce à des personnes extraordinaires, Charlotte Tasset, Jean-Philippe Péquet, qui m'ont aidé à faire marche arrière, à ne pas gérer toutes les priorités en même temps. Non, les gens courent. Il y a la course de l'ego, mais ça c'est sociétal, qui nous, et ça tu le sais Gaël, on en a parlé ensemble pour préparer ce podcast et sur d'autres sujets. Dès que tu es dans l'ego, tu vas être dans le mental. Et dès que tu es dans le mental et dans l'ego, tu es déjà plus toi-même. Tu es dans la course à l'argent, tu es dans la course à Instagram, tu es dans la course à plus de voitures, tu es dans la course à plus de Rolex, tu es dans... Ok, fine, si c'est bon pour toi, il y a autre chose. Il y a aussi la course de ton âme et la course de ton cœur. Et ça, dans mon tour du monde, ça m'a explosé au visage, quoi. Tu rencontres des gens à San Paolo, de partout. C'est pas des pauvres, hein. C'est pas non plus tu sais, on me dit, oui, non, mais attends, c'est des, ah bon, non, bah non, Rio, c'est pas des sociétés arriérées à Rio, hein. Ils ont le carnaval, t'inquiète pas, ils savent aussi, ils ont des belles boutiques, mais ils savent justement l'importance de la relation, l'importance de la fête, du moment présent, Ouais. l'importance d'aider l'autre, d'être équitable. Tu vois,
Alors tout le monde aujourd'hui nous donne des leçons sur la planète, tout le monde nous donne des leçons. Moi, j'ai quand même envie de rigoler, quoi. Tu vois, j'ai fait partie d'une conférence la semaine dernière sur le RSE. Tout le monde. Et puis à un moment, la personne qui parlait, elle s'est presque trahie, quoi. Elle a dit oui, oui, on le fait parce que bon, il faut le faire, et puis ça nous permet de communiquer là-dessus. Vraiment, tu fais du RSE parce que ça te permet de communiquer là-dessus. Moi, tu sais, chez Gap, il y a 20 ans, il n'y avait pas de RSE, c'était UBU, on appelait ça, et on embauchait tout le monde, quoi. Et moi, j'étais tout Mhm. concerné, j'étais gay, j'avais honte de le dire quand j'avais 30 ans que j'étais gay. Dans les boîtes où je travaillais, j'avais peur. Mhm. Donc, tu sais, le RSE, il fait partie de mon ADN, hein. Tu vois? Ah, J'avais je peur, comprends. je me disais, est-ce que je suis pas trop maniéré? Est-ce que ça va pas se voir? Tu sais, quand tu commences à travailler il y a 30 ans dans des boîtes comme Casino, et t'entends tes collègues qui disent, ah bah tiens, regarde, il y a un sale PD, tout ça, tu vois? Donc après, j'ai choisi le chemin de la mode parce que je me suis dit, mais c'était pas aussi facile. Et Gap, tout de suite, me permet, hein, dans cette folie ils nous disent d'ailleurs, hein, et tu recrutes toutes les couleurs, toutes les personnes, c'est pas l'identité sexuelle, l'identité raciale. On veut des Mhm. professionnels. Et je me rappelle quand j'étais sur les Champs-Élysées, 150 collaborateurs, le matin dans les réserves, les mecs, c'était des grands costauds comme ça, de toutes les couleurs, mais j'étais bien avec eux. J'étais bien, j'ai continué à travailler dans cette inclusion qui était normale. Et aujourd'hui, on coche des cases. Donc, le monde de l'entreprise, moi, je trouve qu'il va super mal. C'est un combat. Je sais pas pourquoi on parle pas de la bienveillance. Il paraît que c'est démodé. Bah, parlons d'autre chose. Alors, parlons d'amour. Moi, quand des fois je parle de ça, on me regarde comme ça. Ah bon, bah, t'as peur de parler d'amour. Moi, j'ai aimé mes anciens boss. J'ai aimé mes collaborateurs. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de détraqué, hein. Je suis pas à la recherche d'une ultra émotion. J'ai travaillé avec amour et ça change tout. Voilà, donc travailler avec l'amour de soi, se respecter soi-même, on respecte les autres, on respecte. Il y a un travail immense à faire d'éducation. Mais bon, écoute, comment veux-tu ça va être très difficile. Et je pense qu'à un moment, ça va basculer. Je fais partie de ceux qui sont sûrs. Je vois beaucoup de gens depuis que je fais ce nouveau métier dans l'énergie. Je te parle pas tu sais, tous les gens de l'énergie ne sont pas des clichés dingos avec des tresses, peu importe. Hein, quand je dis des tresses, c'est, tu sais, 68 ans en faisant des... Non, t'as des gens brillants, Joe Spanza, t'as des gens qui sont des chercheurs, des scientifiques qui écrivent des livres fabuleux. J'en ai plein mes placards sur la vibration, sur tout ce qui nous relie, le human design, ce sont des chercheurs. Hein. T'en as qui viennent du CNRS, t'as des médecins. Je travaille avec Joël Saint-Auré, qui est extraordinaire, tu vois, neurologue, et tous ces gens te disent que ça sera obligé de changer. Parce que il y a les jeunes générations qui ont aussi, c'est pas qu'ils veulent moins travailler, c'est qu'ils veulent vivre. Tu sais, on nous dit, il ne veut pas travailler les week-ends. Attends, tu lui donnes 1000 balles par mois, tu voudrais qu'il travaille les week-ends et la nuit. Il a juste envie de vivre. Il a juste envie de vivre, quoi. C'est de respirer un peu. Enfin, nous, nos générations, on n'a pas trop respiré, justement, les années 80-90. Donc, euh, donc voilà, il y a un bouleversement qui sera là. Moi, j'essaie de le porter avec les gens que j'accompagne, de libérer. Mhm. J'ai beaucoup de femmes, je sais pas pourquoi, je sais pas si parce que je suis gay, elles sont très à l'aise de me parler de tout, mais j'ai envie de les libérer. Oui, là, j'ai une coach, une cliente avocate c'est dingue, quoi. Les mecs la respectent pas, lui parlent mal, elle est dans la soumission. Ben, j'ai envie de la réveiller de cet état de soumission, de la révéler à elle-même. Donc, d'apporter ce message dans les entreprises. Il y a beaucoup à faire. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui amènent ce message-là. Je participe à une conférence sur ce sujet la semaine prochaine, enfin en tant qu'invité, hein, je suis pas conférencier, mais il y a Encore, des gens qui encore. font. Non, mais j'en ai fait d'autres. Il y a des gens qui font bouger les choses et puis voilà. Puis les jeunes aussi dans les startups sont très éveillés à l'équité, la semaine de 4 jours, à un travail différent. Mais franchement, on revient de loin et ça fait peur, quoi. Ça fait peur de voir de ce manque d'amour pour son métier, tout simplement. Tu sais, moi, je vois aujourd'hui dans les grands magasins, je suis issu de la mode, donc j'y vais encore beaucoup. J'accompagne des marques, tu vois, des jeunes managers, même pourtant jeunes, hein, qui passent là en coup de vent, qui respectent pas les employés, il n'y a pas d'amour pour leur travail, il n'y a pas d'amour pour ce qu'ils font, ils vont dans le mur, quoi. Ralenti et Ivanov, euh, euh, Louis Sanza, ralentit et ramène de l'amour dans tous tes gestes. Quand tu vas au sport, quand tu bois ton café, même quand je Mhm. repasse, des fois je regarde ma chemise, je dis, oh tiens, regarde, il est sympa ce coton, à l'eau sous ma douche. J'ai appris, on en parlait tout à l'heure, mon chéri à Rio, bah, je lui ai appris à parler aux vagues. Je peux nager en parlant aux vagues, en parlant aux gouttes d'eau.
Je sais plus dans quel livre j'avais eu ça, et puis c'est extraordinaire. Quand tu te mets à parler à la mer, je crois qu'elle te répond. Quand tu te mets à te rendre compte que tu es entouré d'entités vivantes autour de toi, ça change tout. J'ai lu le livre de Sadhguru qui s'appelle Ingénierie intérieure. Et effectivement, ça m'a ouvert les yeux sur tellement, tellement, tellement de choses, de comment être connecté et comment en fait conscientiser notre connexion avec le tout et que le tout fait un et qu'on fait partie de ce tout. Et à ton avis, toi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais voilà, t'as une entreprise qui tourne bien. Qu'est-ce que ça apporterait à l'entreprise si les employés étaient heureux, s'il y avait cette dynamique d'amour au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que ce soit important, Philippe? C'est que ça apporterait. Mais tu changes le monde. Et Hmm. ça, tu changes le monde. Je veux dire, tu as des collaborateurs qui sont respectés. Tu sais, on te dit, je peux en parler, je l'ai vécu et je l'ai fait et j'ai mal fait. Et après, j'ai bien fait et j'ai mal fait. Et donc, je sais mon milieu. Et aujourd'hui, je suis coach, donc je l'observe. Donc, j'ai toutes les casquettes. Et j'ai fait un tour du monde tout seul et je me suis pété les hanches. Ça veut pas dire que je suis mieux que les autres, mais en tout cas, j'ai expérimenté tout ça. Mais quand tes collaborateurs, tu les respectes, quand je parlais, j'ai pas envie de citer la marque, mais une amie qui vient de reprendre un poste dans une marque importante, et elle m'explique, tiens, donc elle est en train de faire l'audit pour l'instant, et le directeur commercial, elle est dans une boutique récemment, ça s'est mal passé, et là la directrice, elle s'est fait défoncer, on m'a dit. Euh, voilà comment 90% des gens travaillent. Eh bien, comment tu peux travailler différemment? Comment je travaillais à la fin chez Sandro, mais vraiment, j'ai vraiment incarné ça. Tous les directeurs, je les ai encore sur Insta, je suis proche d'eux, les directeurs régionaux, des fois il y en a qui m'appellent encore, 4 ans après, qui m'appellent boss. Bon, c'est drôle, mais comment je faisais à la fin, et toutes les dernières années, tu vas dans une boutique à Milan, c'est pas comme tu voulais, mais comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux Hmm. t'aider? C'est ça la phrase qui change le monde. Comment, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ici? Qu'est-ce qui fait que les consignes, tu n'arrives pas à les appliquer? Voilà. Mais Ouais. ça, là, tu changes le monde. Et là, on devient tous un. Puis ça veut dire quoi, là? La marque là, dont je te parle, je ne peux pas la citer, hein. Mais on me dit, la directrice, elle y est depuis 10 ans, plus dans la boîte. On l'a défoncée. Elle voulait se mettre en arrêt maladie, elle est là depuis 10 ans. Mais si elle est là depuis 10 ans, c'est qu'à un moment, elle a su faire. Pourquoi elle ne peut plus faire? Est-ce que justement, c'est pas parce qu'on la pressurise trop? Donc, qu'est-ce que ça change? Bah, ah oui, alors ce que je voulais te dire, qu'est-ce que ça change? Je m'en suis rendu compte chez Sandro. Quand tu poses cette question, Gaël, et quand tu ramènes de la confiance, même lorsque les gens ne performent pas, alors évidemment, quand les gens ne performent pas pendant des années et des mois, tu peux t'asseoir avec eux, leur dire là, ça va plus, peut-être qu'on n'est plus aligné. Je suis pas en train d'être un bisounours non plus, hein. Que les Ouais. gens qui nous écoutent me prennent pas pour un con, un dingue. Hein, chez Sandro, j'avais 500 millions de chiffre d'affaires. Je sais ce que c'est qu'un EBITDA, la performance, la rentabilité. Donc effectivement, quelqu'un qui performe pas pendant des mois, des semaines, tu peux t'asseoir avec lui, mais jusqu'au bout, tu le respectes, tu signes un accord, hein, et puis jusqu'au bout, ça reste un humain. Hmm. Voilà. Maintenant, quand la personne est juste dans un défaut de performance à un instant T, mais si tu lui poses cette question, Gaël, comment est-ce que je peux t'aider? Et là, la personne, elle sort de cet état de peur et elle rentre dans un état dynamisant. Elle revient dans un état de confiance. Et là, dans cet état-là, eh ben, elle te donne 50 idées, la personne. Elle te fait ton travail en plus. Donc, vous avez rien compris. Vous leur faites peur, vous les tétanisez, vous les coupez de leur énergie, vous les coupez de leur intuition, vous les coupez de leurs idées, vous perdez vos employés. Tu te poses cette question, comment est-ce que je peux t'aider? Et tu rouvres la boîte. Tu ouvres la boîte de Ouais. l'énergie, la boîte de la confiance, et là, la personne, elle s'émerveille, et t'as plus qu'à prendre des notes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change l'inspiration, la créativité, ça change l'impulsion est différente, l'énergie explose. Là, voilà. C'est ça que ça change. Donc, ça change le monde. J'ai un Extra. monsieur, un vieux monsieur, quand j'étais chez Gap, qui est venu me voir. Bon, les Champs-Élysées, avec mon équipe, on faisait du plus 18, on avait fait plus 18,6. Je me souviens de tous les chiffres de partout où je suis passé. Je pourrais te donner les chiffres de Sandro Milan, de Sandro Galerie Lafayette. Je sais pas pourquoi, j'ai tout ça dans la tête, ça m'a jamais quitté. Sur les Champs-Élysées, on avait fait plus 18,6. Et donc, Don Fisher, qui est le fondateur, c'est la meilleure performance du flagship au monde, vient
sur les Champs-Élysées, j'en parle dans mon livre, je sais que tu l'as lu. Et là, il y a une armada de personnes autour. On m'avait fait travailler jour et nuit pour préparer un discours. Je tremblais comme ça. Il y a 20 ans, j'en avais 30. Et je tremblais, Gaël. Et le mec, il entendait le même speech de partout. Et là, moi, j'avais fait plus 18,6 avec mes équipes. J'aime toujours dire avec mes équipes. Et le mec me dit, Philippe, bullshit, j'ai pas envie d'entendre les conneries que tout le monde me présente. Il me prend par l'épaule et il me dit, on va se promener pendant 2 heures dans ton magasin et rencontrer les équipes. Et là, il dit à tous les Californiens qui étaient avec lui, là, qui avaient un big smile, attendez-moi dehors. Ils étaient tous comme ça. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qui, et là, on a passé 2 heures et le mec, il m'a tout appris. Le mec, il m'a tout appris, Gaël. Il allait voir, je me rappelle, il est allé voir Chloé. Je suis resté longtemps en contact avec elle dans les cabines, une gamine, tu vois. Et il lui dit, Chloé, explique-moi comment tu travailles avec le client parisien. Explique-moi. Le mec, c'était le fondateur de Gap. Gaël, Don Fisher, il a des Basquiat dans son bureau, il pèse des millions. Il est allé aux Oscars avec Sharon Stone. Mais c'est ça. Ça veut pas dire que tu peux pas faire les deux. J'ai fait un podcast où je disais, tu peux aimer Linda Evangelista et Jésus. Mais oui. Mais oui, à un moment, quand je suis rentré, et toi aussi, tu m'as alerté là-dessus, Gaël. Je t'en remercie. À un moment, quand on a eu des conversations, je suis rentré de mon tour du monde, je voulais tuer mon ego, je voulais, non, tu peux, ton ego, il est important. Ce qui est important, c'est cet équilibre. C'est ça, la balance. Tu vois? Et justement, plus t'as d'argent, ben, comment tu contribues, comment tu l'amènes. Et là, Don Fisher, il passe 2 heures. À un moment, il demande un escabeau. Il y a une lampe qui va pas, il demande un escabeau, c'est lui qui monte sur l'escabeau à 82 ans. Puis, il dit, putain, si Don Fisher, il tombe de l'escabeau, il y a maman qui attendait en bas avec des diamants énormes au bras, elle n'arrivait plus à lever les mains. Et le mec, il t'apprend la vie, quoi. Et là, il part et je me dis plus jamais, je vais être cet ancien manager qui flinguait un peu les gens. Voilà. Donc voilà ce que ça change. Ça change la vie de l'entreprise d'être dans cette ouverture-là. T'as plus besoin de RSA, hein. T'as plus besoin de turnover. Tes équipes, quand j'étais chez Sandro en Europe, sur 10 pays, je crois qu'on avait 20% de turnover. Les directeurs régionaux n'ont jamais bougé, ils sont tous là encore aujourd'hui, et les équipes de vente ne bougeaient pas. Elles ne bougeaient pas, puisque moi, quand je venais les voir, elles n'avaient pas peur. Quand je venais les voir, même si c'était pas ce qu'on voulait, eh ben, on discutait. Donc, il y avait plus de peur, la peur n'existait plus. Ça veut pas dire que des fois, il n'y avait pas un peu de stress, et puis il n'y avait pas un tout petit peu de pression pour faire du chiffre. Mm. Mais quand il n'y a pas de peur, c'est pas la même chose. Si tu as de la pression, du stress et en même temps de la peur, bah, Tu sais, tu as vu, tu m'as lancé, hein. c'est quelque chose, j'adore. Ton message est tellement vital, parce qu'en fait, il y a tellement de choses sur le... Enfin, on va rebondir dessus. Déjà, la première chose, c'est de se dire que les personnes qui ont peur de leur hiérarchie, c'est parce qu'en fait, déjà, dans leur tête, elles sont en position de soumission. Elles se disent, lui est meilleur que moi. Si je fais de la merde, je risque d'être viré. Quand j'étais chez Rackspace, je me souviens, je construisais mon entreprise en parallèle de mon job, jusqu'au jour où je reçois un mail de mon boss qui me dit, en gros, faut qu'on parle, tu vois. Et je dis, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, les RH s'étaient rendu compte que j'avais mon job et mon business qui était en parallèle. En gros, il fallait que je leur rende des comptes. Et j'étais en stress de me dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte d'une chose, où j'ai repris mon pouvoir. Où je me suis dit, Gaël, t'es en stress, mais c'est une étape sur le chemin que tu veux. T'as pas envie de passer ta vie dans cette entreprise, même si elle est fantastique. Ton but, c'est pas de vivre dedans. Et donc, là, j'étais zen après. Et le reste de l'entretien s'est passé merveilleusement bien, parce qu'en fait, c'est comme si, je vais te donner un parallèle, tu tiens un charbon ardent dans les mains, et ce charbon ardent, c'était de rester dans l'entreprise. Et je dis, mais en fait, c'est pas ce que je veux, donc il suffit que j'ouvre la main et que le charbon parte pour que je ne sois plus brûlé. Et à partir de ce moment-là, ça a été une prise de conscience énorme. Et c'est en fait s'autoriser à se respecter. Et en fait, on pense souvent que les gens... Et tu vois, quand je suis amené à côtoyer des personnes influentes, ce qui fait la différence, c'est qu'en fait, je les traite comme des humains. Je donnais l'exemple quand j'ai rencontré, par exemple, Miss France 2022. La raison pour laquelle elle m'a donné ses coordonnées, c'est une raison simple. C'est parce qu'en fait, je suis pas allé la voir comme tout le monde en lui disant ah, je veux une selfie, vous êtes trop bien. Oui, ça, tu vois, des centaines de personnes font ça, mais c'est pas authentique. Non, je suis allé lui poser une question simple. Et en posant la question, en m'intéressant à elle, là, on a échangé sur un événement, quelques minutes ensemble, alors que toutes les autres, c'était selfie next.
Et c'est ça, et c'est en fait traite les personnes comme des êtres humains qui fait la différence. Et les traite pas parce qu'ils ont tel ou tel grade, position, etc. Et que toi tu penses que tu es en infériorité. Au final, on est égaux. Et j'aime beaucoup, je vais te ressortir une citation de Richard Branson qui dit train people well enough so they can't leave. Donc, forme tes équipes suffisamment bien pour qu'ils puissent partir. Et ensuite, il dit treat them well enough so they don't want to. Mais traite-les suffisamment bien, tellement bien, qu'ils ne veulent pas partir. Et ils ont plus envie. Et ils ont plus envie. Et chez Rackspace, c'est ce qui se passait. On avait des employés qui étaient là depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, il y avait un respect extraordinaire. Le CEO venait, il connaissait les noms de quasiment tout le monde. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Moi, je me dis, d'où il me connaît, moi, je suis même pas sur son radar. Bah, s'il me connaissait. Et oui, il prenait du temps à jouer. On jouait au foot ensemble, etc. Et c'est ça, tu vois, qui change la donne, tu vois. Je pense honnêtement, je te disais tout à l'heure, là, tous les gens avec qui je discute, Frédéric Renaccia ou des grands docteurs, tout ça, pensent que ça va changer, cette énergie dans les années à venir. Et c'est le grand changement, vraiment. Il y aura un changement de paradigme. Je sais que ça te parle aussi. C'est obligé. Oui. C'est obligé parce qu'on le voit, il y a d'un côté cette société ultra-violente, qui a peut-être déjà été comme ça, et puis en même temps, il y a cette révolution technologique qui rend fou. Ce matin, j'étais au sport. Tous les matins, je pars au sport sans mon téléphone. Et tous les matins, je suis fasciné de voir les gens autour de moi, quoi. Personne se parle, tout le monde se rentre dedans, tout le monde est collé sur son téléphone. Moi, je pense que c'est de la folie. Je pense que c'est allé trop loin. Tout le monde nous parle de la révolution numérique, IA. L'IA, c'est super. Je suis pas contre l'IA, hein, je m'en sers. Quand tu as des grosses conférences, tu la passes à travers l'IA, ça t'aide. Bon, on n'est pas non plus. Ok. Moi, je pense que la révolution de demain, Gaëlle, elle est humaine. Je Ouais. pense que la révolution, c'est la révolution de l'amour. C'est la seule révolution. C'est la seule. Tous les philosophes nous l'ont expliqué. Tout le monde, tous les prophètes, quelles que soient les religions, nous donnent la même chose. Même les prophètes récents, Amma, Sœur Emmanuel, tous nous parlent de ça. C'est pas de la connerie. Ça veut pas dire que je suis pas. L'autre jour, je parlais de ça, le mec, il me regardait comme ça, un homme d'affaires, en disant, mais il est con, lui. Mais non. Je sais la performance. Je l'ai été dans l'entreprise. Je sais les taux de rentabilité dans la mode des boutiques. Je le sais tout ça. Je le sais. Je suis pas en train de dire que on ne performe plus. Non, au contraire. Au contraire, si tu arrêtes justement d'être dans cette énergie-là, tes équipes, tu les gardes, comme tu viens d'expliquer, Gaël. Tes équipes, tu les maintiens. Et c'est avec ces équipes-là que tu vas performer encore mieux. C'est ces équipes-là qui vont t'emmener dans une méga performance. Parce que même tu vas pouvoir économiser de la masse salariale. Toute la masse salariale que tu utilises aujourd'hui à recruter, à former, parce que dans la mode, on ne Et le fait turnover. que ça. Le turnover. Il y a des boîtes qui sont à 100% de turnover. Je discute avec des boîtes, elles me disent, chaque année, on a 100% de notre staff qui change. Bah oui, bah oui. Ben, je l'ai connu hein, chez Sandro France, à l'époque c'était ça, etc. Il y a une façon différente de faire. Donc la vraie révolution, elle est, je pense, humaine. Sinon, elle ne sera pas. Et sinon, je pense vraiment, on va me prendre pour un fou aussi, mais qu'on disparaîtra. De toute façon, on disparaîtra, puisque la planète, elle va nous avaler sous l'eau et dans le feu. Et nous, on pense mais on va rien dompter du tout. Tu sais, elle va se refaire, et puis il y aura d'autres humains comme l'Atlantide dans des millions d'années. Hein, il y aura une particule de nous qui sera restée, qui va refleurir, et puis la Mhm. Terre, elle aura refait une enveloppe magnifique. Mais nous, on n'est rien du tout. On passe là 80 ans, elle est là pour des milliards d'années et pour longtemps. Quand j'étais à Iguassou, Gaël, j'étais figé d'un coup. Je suis venu une journée, puis je suis revenu le lendemain. Cette eau qui tombait énorme, qui tombe, qui tombe, qui tombe, les chutes d'Iguassou, les plus grandes chutes au monde. Et je regardais cette eau, Gaël, et là, je suis figé contre le mur de la falaise. Un peu comme aux chutes de Victoria. Il y a le passage où je passe sous les chutes de Victoria, en plus Oui. en Afrique. Je fais une expédition avec un trek et on passe sous les chutes, sous l'eau. Et là, je suis figé dans les chutes d'Iguassou, Gaël, et je regarde l'eau tomber. C'est pas possible. Cette eau, elle coule depuis des millions d'années. Des milliards peut-être d'années. Elle va couler encore pendant des millions et des milliards d'années. Et moi, je suis là, 80 ans sur cette terre, et je fais chier le monde. Je fais chier mon voisin parce qu'il fait trop de bruit. J'embête mon truc. Je fais chier mon mec. J'embête ma maman. J'embête mon frère parce que
Et moi, je regardais ces taux coulés, cette perfection absolue des chutes d'Iguassou, des fleurs autour, des oiseaux qui volent, la nature luxuriante, la jungle, tu sais, et tu te dis, Mm. mais waouh, ok, voilà, ça y est, j'ai une belle leçon de vie là. Je vais rentrer plus cool là. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, on ne soit pas encore atteint ce type d'entreprise? L'ego, L'ego. l'ego. Tout le monde le dit, mais je l'ai expérimenté aussi. L'ego, je veux être plus fort que les autres, je veux gagner plus que les autres. L'ego et le conditionnement, ce que tu as Mm. dit aussi tout à l'heure, Gaël. Les réseaux sociaux aujourd'hui, moi je pense que c'est l'enfer. Insta, les influenceurs, tout le monde a 24 abdos, tout le monde est beau, personne vieillit, tout le monde est magnifique, tout le monde pèse des milliards, tout le monde est riche. Bah oui, moi je connais des célébrités, des très grandes célébrités, bah ils sont seuls chez eux. Donc entre ce qu'on nous vend et puis la réalité, bah Mm. méfiez-vous de Il y a pas. l'image, voilà, du blason. Hein, méfiez-vous de. Qui est-ce qui nous dit ça? Bah, plein de chercheurs aussi. Puis je crois que c'est Louis Sanza encore, c'est vraiment mon maître, qui dit dans des vidéos, faites attention à tes pensées, c'est pas toutes les tiennes. Et ben c'est pareil, faites attention à tout ce que Mm. vous montrez, c'est pas la réalité. Est-ce que les plus fous sont vraiment les plus fous? Est-ce que les plus intelligents le sont vraiment? Tu sais, tout ça, donc le conditionnement. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est de la folie, quoi. Tu vois, les gamins, les gamines qui ont 10 ans, qui veulent faire du botox et de la chirurgie esthétique pour ressembler à leur idole. Tu sais, on entend beaucoup ça, hein. Waouh. Il y a un courant là-dessus. Donc, je te dis même pas quand t'as 40, 50 et 60 ans. Je sais que c'est du de vieillir. Mais je suis concerné aussi, je fais attention. Et là, je fais attention pour être en accord avec mon âme, attention à moi, à ce que je mange, tu vois, pour être vraiment, pour respecter, je le mets dans mon livre, je propose des rituels à la fin, pour respecter mon corps, qui est mon véhicule terrestre. L'âme, elle va Mm. revenir 500 fois, 1000 fois, elle reviendra dans une autre enveloppe. Cette enveloppe-là, pendant que je suis là, c'est la mienne. Alors quand on me dit oui, mais non, tu gères pas ton concert, moi je crois que oui. Tu vois, je crois que tu gères vraiment. Si tous les jours tu envoies de l'amour à ton corps, tous les jours tu te réveilles, je l'ai vraiment fait ce matin, c'est pas du pipeau, quoi. C'est de partout autour de moi, j'ai mes chapelets, tu vois. Et si tous les jours tu fais un retour à toi, tu t'envoies de Mhm. l'amour, tu reviens. C'est très dur de perdre. C'est très facile de perdre pied, hein. Ça m'arrive encore souvent. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai des amis qui m'aident. J'ai Dove à Lyon. Tu vois, à bien être incarné et ancré. Incarné et ancré, c'est quoi? D'être sûr que ton âme, elle est bien là. Tu vois, bien présente intégralement. Parce que si tu démarres ta journée en courant, en sautant sur la douche, en faisant couler un espresso, en sautant dans ton blazer et en mettant ta Rolex, tu peux laisser ton âme dans le lit, hein. Le diable s'habille en Prada, puis tu pars dérouler ta journée avec juste ton ego, avec ton Instagram, hein, tu vois. Non, tu vois, le matin, je me réveille, je prends quelques secondes pour être sûr que mon âme, elle est là, que je suis là. Philippe, je suis là. Dans la salle de bain, je me regarde, je suis bien présent. Et qu'est-ce que j'incarne aujourd'hui? Tu vois, Mm. quelle personne j'incarne aujourd'hui, Gaël? Quelle version de moi je donne au monde? Pareil, quand tout à l'heure on parlait du fil. De quel côté toute la journée je vais basculer? Bah pour ça, il faut beaucoup de présence, il faut beaucoup de conscience, et donc il faut être en accord avec son âme. Donc pourquoi aujourd'hui ça marche pas? L'ego, les réseaux sociaux, déconnecté de son âme, déraciné, euh, la société occidentale, voilà, enfin, tu sais, je sais pas s'ils sont en Afrique, on dit oui, non, mais moi, ils sont pas trop développés. En Afrique, en Amérique du Sud, les chamans. J'allais dans les villages où, pareil, au désert d'Atacama, je rencontrais les Chiliens. Tu vois, les mecs, ils sont magnifiques, ils sont très éveillés, hein, ils ont les yeux comme ça, hein, avec des enfants sublimes, eux aussi, ils ont 24 abdos. Ils vont pas à la salle, ils font des pompes et tout ça, ils sont connectés à leur corps. Et quand je discute avec eux, ils me disent, mais Philippe, vous venez tous nous voir blonds, livides, pour avoir la clé du bonheur. Mais et nous, la clé du bonheur, c'est d'être connecté à la nature. Moi, quand je Oui. ramène assez à manger pour mes enfants vont à l'école. Le week-end, on est connecté à la nature, on va dans la mer, je pêche pour ma famille. Je suis heureux. Ah, Je me suis fait la même réflexion en allant en Indonésie. Tu sais, on parle beaucoup du tiers-monde, du tiers-monde et du tiers-monde. Déjà, le tiers-monde, tu vois, je trouve que c'est. Là, tiers-monde. je trouve ça assez péjoratif. Parce que quand tu viens, par exemple, en Indonésie, tu te rends compte à quel point il y a une. Où est mis la valeur de la vie, tu vois. Et même au-delà de ça, quelle est la valeur dans les différents business qui peuvent exister. La vitesse à laquelle, tu vois, ils peuvent travailler. La connexion à soi-même, la connexion aux autres, la connexion à plus grand que au spirituel, etc., etc. Le respect de la famille, être avec sa famille, ses amis, etc. Et ça, tu vois, c'est des choses que je trouve vraiment.
Moi, j'étais bluffé la dernière fois que j'étais en Indonésie parce que je me dis, si on dit c'est le Ouais. tiers-monde, mais en gros, d'où on se paie. Enfin, je pense, enfin, moi, c'est peut-être que moi, tu vois. Il y a un aspect péjoratif. Après, j'ai regardé ce que ça vous, d'où venait ce terme de tiers-monde. C'était à l'époque de la guerre froide où tu avais en gros États-Unis-Russie, c'était monde 1, monde 2, enfin, les alliés et les. Soit l'Axe, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui était le monde 1 et le 2. Et ensuite, tout le reste, ils appelaient ça le tiers-monde, tu vois. Après, ils ont appelé ça des pays en voie de développement. Je dis, mais quand tu vas en Indonésie, c'est considéré comme un pays en voie de développement. Mais que dalle, en fait, tu vois. Tu vois, Et- c'est. Ils sont plus développés que nous déjà. Et surtout qu'ils se développent pas comme nous, c'est ça. La Non, question, mais ils sont le développés par rapport à développement quel point de vue? en fait, le développement promis, c'est quoi? C'est plus d'argent, plus de C'est quoi? C'est le capitalisme et tout GDP? ça. Voilà. Donc, C'est surtout, le. C'est quoi le PIB? C'est ça? c'est ça, C'est ça? c'est ça, le Ou c'est PIB. ou c'est le niveau de la dette? Ouais. Ça, c'est pas mal, ouais. Parce que ça Bon, aussi, c'est vrai après, qu'ils sont plus. Hein. après, moi, je comprends qu'on ait envie de mieux gagner sa vie. Il n'y a pas de souci avec ça. Je le disais tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on contribue, voilà. Et ben, je pense qu'il y a un effort à faire, quoi. Tu vois, Mais l'un pour n'empêche pas l'autre. Hein. contribuer avec, voilà, pour contribuer L'un avec son n'empêche pas l'autre. prochain. Tout à fait. Tu sais, je parlais avec des membres de mon équipe et tu sais, on fait des revues pour dire voilà comment ça se passe, etc. Et moi, elle me dit bah j'aime beaucoup travailler avec toi. C'était une des personnes qui était dans mon équipe. Elle me dit mais qu'est-ce qui fait ça, tu vois? Bah les autres ils me disent les trucs un peu à la dernière minute, ils me crient dessus et tout, ils te crient dessus. Mais moi je dis mais ils sont ouf les gars. Tu sais, je pense qu'il y a tu vois un respect à avoir qui est nécessaire, tu vois, pour que ça se passe dans une belle harmonie. Et ce qui se Ouais. passe, tu sais quoi, c'est Bon. un truc que j'ai appris chez Bah, Rackspace, que mon manager me disait, mm. c'est il m'a toujours dit, si moi je fais en sorte que tu aies ce que tu veux, ce que soit tu veux, tu vas faire le nécessaire pour moi, tu vois. Et je dis, mais quand tu donnes à quelqu'un ce que lui il va vouloir, bah il va faire la réciprocité Voilà. après, tu vois. Alors, la seule chose, Gaël, c'est que pour moi, c'est impossible tant que tu t'es pas trouvé. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est impossible d'aller dans cette dimension-là si t'es pas en paix avec Mmh. toi-même et si tu n'arrives pas déjà à te donner de la générosité, du temps, de l'amour, à respecter ton corps, à fumer un peu moins, j'en sais rien. Tant que tu n'es pas aligné, tant que tu n'es pas profondément ancré, tu vois, c'est impossible d'y arriver parce que justement, tu es inconscient et dans cette Mmh. inconscience, programmation, bah, tu balances toute la programmation, toutes tes peurs aux autres, tu balances tout ton stress, toute ta nervosité. Finalement, les gens stressés, les managers qui parlent mal, tu sais, qu'est-ce qui balancent leur stress, leur peur, leur insécurité, leur manque de confiance. Quand tu es bien dans tes baskets, même si l'entreprise elle fait du -10, tu sais que c'est conjoncturel et que tu peux continuer ça nous est arrivé parfois chez Sandro, hein. Il n'y a pas eu que des saisons d'aimants. Bah, dans ces saisons-là, comment est-ce que justement tu tiens la barre? Comment est-ce que tu ne cèdes pas à la panique? Moi, j'ai pas fait de burn-out parce qu'on se plantait, hein. J'ai fait un burn-out parce que mon CEO est parti, il y a eu un flottement dans la direction. C'était très difficile Mmh. du coup d'avancer dans les bonnes, dans de façon, comment dire, sécurisante. Et puis moi, j'ai trop travaillé d'amour et de passion. Hein, donc c'est là que je dis vigilance aussi. Mmh. Mais moi, j'ai pas fait un burn-out de mal-être ou parce que j'étais harcelé. Et Vinci Chetrit et Lan Chetrit ont toujours été extrêmement corrects avec moi. Tu vois, Mmh. donc voilà, donc mais tant que t'es pas aligné, tant que t'as pas trouvé ton étincelle et ta propre foi, ben ça marchera pas. Ouais. Maxime, dont je te parlais tout à l'heure, il a clôturé le film magnifique qu'il a fait sur son ton du monde, sur cette chanson de Johnny, J'ai oublié de vivre. Et je l'ai Mmh. écouté plusieurs fois l'autre jour. Putain, la chanson, les paroles et tout ça, c'est magnifique, hein. Voilà. Ça, on Des pourrait fois, tu as des partir chansons aussi qui dans les étaient paroles. très précurseurs et philosophiques finalement. Johnny, on le prend pareil pour un blaireau, et puis t'entends des chansons comme ça avec sa voix, sa puissance, et tu l'entends avec Mmh. toutes les paroles. J'ai oublié de vivre, et il t'explique qu'il a oublié de vivre parce que bah, le goût du machin, le goût du luxe, le goût du succès, tu vois, extraordinaire quoi. Mais tout le monde dit la même chose avec des phrases différentes, avec des niveaux d'intensité différentes. Il y en Mmh. a certains, on les prend très au sérieux, d'autres un peu moins. Ouais. Ma foi, tout le monde dit la Fait- même chose. Mais au moins, ça permet peut-être au plus grand nombre d'entendre, parce que ici Johnny nous le dit, et puis d'un autre côté les grands philosophes, et puis d'un autre côté Sœur Emmanuel, et puis d'un autre côté je sais pas qui, et ben peut-être que le message finira par passer. c'est comme en marketing, il faut entendre un message au moins 7 fois avant de passer à l'action, donc c'est ça.
Excellent. On a une tradition sur le podcast, c'est que j'ai demandé à un autre invité de laisser une question, on ne sait pas qui l'a posée. Et du coup, je vais te la poser. Philippe, si tu te réincarnais dans un autre univers et que tout était possible, quel serait ton métier? Si je me réincarnais dans un univers, euh, je comprends pas la question. Dans un univers où tout est possible, c'est-à-dire sur cette planète et tout est possible, ou moi je change de métier, ou T'es dans un autre univers, dans cet autre univers, tout est possible. Quel est ton métier? bah c'est évident pour moi, quoi. Le métier de s'occuper des autres, docteur, le métier de sauver des vies, de faire du bien. Je sais pas ce que c'est ce métier-là. C'est un métier qu'on inventerait et on l'appellerait le métier du bonheur. Le Voilà, métier donc du bonheur. voilà, comme la damière qui faisait des bulles aux Tuileries, le métier qui guérirait les maux, qui rendrait, c'est un peu coach, non, mais plus facile avec une baguette magique. Voilà, Ah, tu vois, donc un métier qui voilà, pourrait rendre la vie meilleure. Et on parlerait pas d'argent, on parlerait d'amour, on parlerait d'âme à âme. On n'aurait pas besoin de parler d'ailleurs. Nos regards nous permettraient de communiquer. Donc hmm. un métier, oh là là, j'adore. Tiens, je vais essayer de le créer dans cette vie-là. Énorme. Énorme, 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 énorme. J'adore. Euh, le titre de ce podcast, c'est le différenciateur inné. C'est quoi pour toi, Philippe, ton différenciateur inné? C'est quoi mon quoi, pardon? Ton différenciateur inné. Euh, eh bien, c'est donc c'est 7 vies en une déjà. C'est beaucoup. Je suis très heureux le parcours est pas fini. Je me sens très jeune, malgré que Mhm. j'ai basculé dans la over 50, donc dans l'autre partie. Mais c'est déjà toute cette vie-là et je les aime toutes. Hein, même enfant abusé, drogué à New York, tout ça a du sens et tout ça m'a emmené à la vie d'après. Et donc la vie précédente, c'était la mode, beaucoup d'argent, beaucoup d'ego, beaucoup de représentativité. Et puis là, je suis passé dans une vie de plus lente, avec du temps pour moi, avec des fois de l'insécurité, mais je sens que je grandis encore, que je grandirai jusqu'au bout. C'est lié aussi au départ de mon papa, puisque le départ s'est fait de façon brutale dans mes bras. Donc ça m'a ouvert à une autre dimension. Donc la différence, innée, ce serait ce regard profondément humain, vraiment, je pense, sur les autres et tu sais, le regard humain. Là, après avoir accroché, je vais aller manger un couscous en bas. Il y a les serveurs, je les connais super bien. Tu sais, voilà, quand j'arrive, Philippe, bah voilà, c'est avec lui aussi. Et puis c'est avec d'un coup des stars. C'est tout ça m'intéresse peu, quoi. Donc cette profonde humanité qui vient du cœur, de la vibration Mhm. profonde et qui te met en joie toute la journée dans l'échange d'âme, du sourire. Je pense que ça, il y a que ça. Et je pense que si on passe à côté de ça, beaucoup ils passent aujourd'hui avec les téléphones et avec Mhm. d'être tout le temps collé. Tu sais, ta vie, elle peut basculer parce que t'avais pas ton téléphone. Moi, c'est ce qui s'est passé quand, à la fin de mon voyage, je rencontre Igor. J'ai pas de téléphone avec moi et je vais dans un bar le soir et puis beaucoup de gens sont sur leur téléphone, mais au Brésil un peu moins. Mais je suis pas sur un site de rencontre, par exemple, je suis rien du tout. Et là, je commande une bière et j'ai pas de téléphone, j'ai rien, donc je suis posé contre le bar, je me retourne, j'ai le temps de regarder autour de moi et là, je rencontre ce visage magnifique, une des plus belles rencontres amoureuses de ma vie. Bah, elle n'aurait pas eu lieu si j'avais eu la technologie dans les mains et pas Mhm. cette ouverture à un moment sur l'amour et l'humanité. Donc voilà, je pense que c'est ma différence aujourd'hui. Et, euh, et c'est toujours l'équilibre, hein. J'aime le mot équilibre, hein. Je dis pas que le téléphone est nul et tout ça, hein. Mhm. J'aime aussi dans cette différence. J'aime bien l'équilibre et l'harmonie. Tu sais, j'aime bien cette Ouais, la balance et qu'elle soit vraiment. Tu sens d'ailleurs quand elle est comme ça. ouais. Donc voilà, ça pourrait être ça. Mhm. Merci beaucoup. Pour les personnes qui veulent te contacter, comment font-elles? Eh ben, écoute, j'ai un site, Philippe Lardelier Coaching, pardon, j'ai fait tomber quelque chose. Philippe Lardelier Coaching, LinkedIn, évidemment. Sur mon site, il y a mon mail, mon numéro de téléphone. J'ai eu beaucoup de gens. Instagram, là, je m'amuse un peu plus, c'est pas très sérieux. Donc, je poste des trucs qui me font rire. Et puis, voilà, des coups d'amour, des coups de colère. Et donc, voilà, on a plein de réseaux.
J'ai, grâce, le livre m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens ces derniers mois, bah, dont toi, Gaël, et les réseaux sociaux aussi, donc ça a de l'intérêt. Mm. Et puis les réseaux sociaux, par exemple sur Insta, j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont envoyé des messages, j'ai communiqué avec chacun d'eux. J'en ai rencontré plein d'ailleurs, hein. J'en ai rencontré beaucoup de lecteurs physiquement. Je pense à Véronique, je pense à Gabriel, des gens qui sont devenus proches, avec qui on échange, donc c'est fabuleux. Donc voilà, il faut sauter le pas et s'envoyer des messages, se connecter profondément. La relation comme clé du bonheur. Relation. La relation, quand je te regarde, je suis ému, donc même avec les écrans interposés, tu vois, il n'y a rien de plus beau que des rencontres d'âme, des rencontres de Mhm. cellules, d'énergie, Ouais, euh, et puis d'aimer l'autre profondément dans toute sa différence. Ça m'a pris beaucoup de temps, même avec Igor, même avec mes amis, et puis bah, d'aimer. Voilà, aujourd'hui, je m'éloigne des personnes à qui tu confies un peu tes peurs, tes doutes, et puis qui te regardent et qui te jugent. J'ai pas trop envie de ça. On ouais. peut vraiment aimer l'autre avec toutes ses différences. Tel quel, Ouais, et les différences vont tellement nous apprendre et nous apporter. C'est c'est clair. vraiment pas du pipeau ce que je dis, hein. C'est vraiment du vécu. Et c'est ce qui m'a amené là aujourd'hui. Et je suis très ému. Et voilà. Par exemple, j'ai une pensée pour mon frère là. Parce que pendant très longtemps, on a été éloignés. Et aujourd'hui, c'est sûrement avec le décès de mon papa, la personne que j'aime le plus dans ma vie. Avec ma maman, ça a pris beaucoup de temps. Mais tu vois, moi, je suis aligné avec ça, quoi. C'est déjà une Magnifique. belle réussite. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Le, la mission que j'ai derrière mon entreprise, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, on a passé un peu plus d'une heure à révéler ton potentiel, à révéler ce en quoi tu croyais, ta mission, ton unicité, ton différenciateur inné. Pour continuer cette chaîne de connexion, donc de connecter cette humanité, est-ce que tu aurais une personne de ton entourage, enfin, qui de ton entourage, est-ce que tu aimerais voir interviewer sur ce podcast? Eh ben, écoute, j'ai cité son nom tout à l'heure, donc ça a du sens. Je pense à Joël Saint-Oret, qui est donc chercheuse, pardon, et puis doctoresse, donc c'est important. Et elle a remplacé Smail Judge. Enfin, c'est la continuité de Smail Judge dont je parle dans mon livre, puisqu'il m'a, avec le MDR, aidé à à retrouver mon âme, hein, suite au traumatisme de l'enfance. Donc, il m'a remis en vie, Smail. Et Mhm, donc, Joël d'une certaine façon, puisque part à la retraite tout doucement, a repris le mhm, flambeau. Et Joël a fait de la recherche précédemment. Elle travaille beaucoup dans tout. Elle est brillante en neurologie. Elle est brillante sur tous ces sujets-là. Donc, je pense que tu aurais beaucoup de plaisir. Elle n'a pas fait de livre, mais elle participe à beaucoup d'autres choses et bien d'autres choses. Et puis surtout, elle a aussi un cabinet à Paris. Donc, elle est plein sur plusieurs mois à l'avance. Joël Saint-Oret. Donc, je pense que ce serait magnifique que tu puisses échanger avec elle sur des sujets aussi sur cette dimension-là d'amour et d'énergie, mais des fois mhm. avec, tu sais, une caution scientifique et une caution neurologique qui des fois parle beaucoup aux gens. Magnifique. Joël, l'invitation est lancée. J'aurais à cœur de pouvoir échanger avec toi. Superbe, superbe, superbe. Philippe, on arrive sur la fin du podcast et j'ai envie de te laisser le gros mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de laisser? Avec quoi est-ce que tu souhaiterais que nos auditeurs repartent? Écoute, on a parlé de beaucoup de sujets. Tu sais, il peut y en avoir 500 des mots de la fin. Euh, le mot de la fin, pour moi, ça pourrait être prenez du temps avec vous-même pour être sûr que vous êtes dans votre véritable vie. Voilà, que vous êtes vraiment dans votre vie, là maintenant, avec les bonnes personnes, le bon conjoint, la bonne partenaire, le bon travail. Soyez sûr de ça et de ne pas être dans une programmation. Donc soyez sûr d'être complètement aligné avec vos valeurs, d'être dans la bonne ville. Voilà. Sinon, prenez du temps pour y réfléchir. Tout est possible. Mais j'aime le dire, j'aime cette phrase. La vie, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est chaque jour. Ama dit, il n'y a pas une seule journée de notre vie où on ne devrait pas être heureux, on ne devrait pas être en joie, même dans les épreuves. Mais pour ça, il faut être en pleine conscience. Donc, soyez sûr d'être dans votre propre vie. Et si vous n'y êtes pas, mettez tout en place pour y aller, puisque la vie, c'est maintenant. On n'est pas dans une pièce de théâtre, Gaël. Il n'y avait pas de répétition pour ce podcast. C'est One Live.
une fois, maintenant, dans quelques secondes, ce sera déjà fini. Donc on a profité de l'instant présent à fond, mais la vie, elle est maintenant. Voilà, donc soyez sûr d'être au bon endroit, au bon moment, et avec les bonnes personnes. Philippe, merci beaucoup. À très bientôt et merci à toutes les personnes qui étaient avec nous. On s'envoie, on se voit, on s'écoute Merci à toi, Gaël, hein, prochain et épisode. à tout le monde. Merci beaucoup, Gaël. Avec plaisir. Bye bye.